Eh bien, bonjour tout le monde. C'était une très petite, mais je suis obligée de parler avec un micro parce que nous avons des personnes qui sont connectées à distance par web diffusion pour la conférence d'évaluation intégrée aux apprentissages. Hein? Dans le cadre de la formation pratique en santé, assistance et soins infirmiers. Levez-vous pas, s'il vous plaît. Hey, salut! Levez-vous. Il y a 2 places juste là, les filles. Levez-vous pas, même si vous enseignez pas en santé, assistance et soins infirmiers. Je vous informe que quand vous vous êtes inscrit à l'atelier, il fallait cliquer sur le lien pour vous permettre de voir que ça s'appliquait pour la formation pratique en santé. Et puis, ça m'est arrivé ce matin aussi à un groupe du secteur anglophone où j'avais des personnes qui venaient des programmes d'études de soudage-montage, d'électricité aussi. Et puis, ben, je me suis adaptée. Sauf que ma présentation n'est pas adaptée. Alors là, je vais vous demander un peu de flexibilité et d'être très gentil à mon égard parce que je suis quand même bien contente d'être ici avec vous autres. Il y en a quelques-unes que je connais, celles qui viennent du domaine de la santé. Je vais juste changer ça pour ne pas vous énerver trop, là. J'avais de l'air de ça un matin, mais quand il a fallu que j'adapte ma conférence in English en plus, là, je vais vous dire une affaire, j'ai pédalé un peu plus. Je vais juste le changer en attendant. Je vais commencer par me présenter. Mon nom est... OK. Mon nom est Diane Lavers. Moi, je suis infirmière auxiliaire de formation. Je suis de la région de Sherbrooke. J'ai travaillé dans le domaine des soins pendant plusieurs années. En fait, j'ai fini mon cours au début des années 90. Là, je ne serai pas trop précise, puis c'est correct avec vous autres, ça, je suis certaine. J'ai fait une petite crise d'identité professionnelle. Je me suis transformée en enseignante en 2006. Alors, de 2006 à 2013, j'ai été enseignante en santé, assistance et soins infirmiers, former les futures infirmières auxiliaires dans la région de Sherbrooke. En 2013, de 2013 à 2018, une autre petite crise d'identité. J'ai décidé, moi, là, que j'allais être la personne assez folle pour instaurer l'examen professionnel d'admission à l'Ordre des infirmières et infirmières auxiliaires du Québec. Fait que ça fait 5 ans que je me spécialise en mesure évaluation, en évaluation des apprentissages en formation professionnelle. Et depuis 2018, là, depuis mars 2018, j'ai quitté l'Ordre parce que c'était à Montréal, mon bureau, et je demeurais à Sherbrooke. Et puis, je voyageais matin et soir. Fait que j'ai trouvé une belle job à 3 minutes de chez nous, où ce que le plus de trafic que je pogne, c'est quand je m'en vais au Tim Hortons ramasser mon café. Donc, voilà, c'est moi. Et puis, je vais essayer, vraiment essayer, d'adapter la formation d'aujourd'hui à vos besoins parce que je suis consciente qu'il y a quelques personnes qui sont du domaine de la santé, mais il y a quelques personnes aussi qui ne le sont pas. Sauf que vous êtes tous touchés par l'évaluation des apprentissages. Vous avez tous aussi à amener vos élèves à faire de la formation pratique. Vous devez aussi les préparer pour aller en stage. Donc, mine de rien, ça tourne autour de ça, la présentation. Sauf que je ne vous remettrai pas les documents de la présentation parce que c'était pour le programme Santé, assistance et soins infirmiers. Mais je vais utiliser des exemples de ce programme-là pour essayer de solliciter un peu, pour déclencher chez vous peut-être un petit conflit cognitif, en ce sens que est-ce qu'on évalue vraiment ce qu'on doit évaluer? Parce que les répercussions de l'évaluation, les impacts de l'évaluation sur l'élève, c'est quand même assez majeur. Puis, on est-tu conscient qu'on est toujours en train de les évaluer? Et de là vient le titre « Intégrer l'évaluation à l'apprentissage ». Alors, voilà. Donc, les objectifs de la présentation. Je vais définir la formation pratique, la différence entre une formation pratique et la différence entre un stage. Ça, c'est des choses quand même qui sont importantes de comprendre. Ensuite, identifier les compétences. Ben oui, identifier les compétences du programme SASI.
qui font partie de la formation pratique, mais je vais m'adapter aux besoins de l'auditoire ici. On va se rappeler des phases d'acquisition de la compétence, parce que si on veut intégrer l'évaluation à l'apprentissage, ben il faut juste se remettre en place, en contexte, c'est quoi les phases d'acquisition de la compétence. Mais vous les savez toutes, c'est juste un rappel. On va se rappeler aussi des processus d'étapes, les étapes du processus d'évaluation. À chaque étape, en fait, où est-ce que l'importance, en fait, de prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire, parce que de manière inconsciente, comme je disais tout à l'heure, vous êtes continuellement en train d'évaluer vos élèves, mais là, de l'appliquer à chaque étape du processus et d'en être conscient, vous allez vous rendre compte que c'est gagnant pour vous et c'est gagnant pour l'élève également. Ensuite, je vais cibler une compétence en particulier de formation pratique, puis je vais définir les éléments. Les éléments, les éléments de compétence, mais surtout les critères de performance qui sont transformés en critères d'évaluation pour l'évaluation au fin de la sanction. Et puis ensuite, bien, tout ça dans 1h15. M'inquiétez-vous pas, il y a des affaires où je vais parler un petit peu plus vite. Tout ça pour assurer la qualité des évaluations. Et puis, à la fin, je garderai peut-être celle qui enseigne en santé, assistance et soins infirmiers pour parler de l'examen professionnel parce que j'ai quand même des exemples à vous donner. Puis c'était comme la cerise sur le sundae, là. Mais ça, vous ne l'aurez pas parce que c'est pour l'examen professionnel, mais vous aurez un break un peu plus tôt. C'est correct, ça? Ça, d'habitude, quand je trouve ça passe, hein? Ça passe avec les participants. S'il vous plaît, sauf ceux qui sont au loin, là, ils ne peuvent pas lever la main hein, puis me poser des questions. C'est pas une interaction. Ah non, ok, ça va aller. Malheureusement, pour ceux qui sont à distance, vous ne pouvez pas poser des questions. Mais ici, je vous prie, s'il vous plaît, d'intervenir au fur et à mesure pour que ce soit un petit peu interactif, au moins pendant la prochaine heure. C'est correct, ça? Il ne faut pas que ce soit juste moi qui soit ici à part. Ah, merci. OK. La formation pratique. Bon, là, je vais parler du ministère de l'Éducation, puis je vais parler du ministère de la Santé. Puis là, après ça, je ne parlerai plus que je suis obligée d'adapter ma conférence. Le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé s'entendent pour définir la formation pratique en milieu clinique de soins. Bon. Puis là où je veux en venir avec ça, c'est que les formations, les programmes d'études professionnelles, mécanique véhicule lourd, électricité, carrosserie, tous les programmes d'études en formation professionnelle, mis à part les programmes d'études, certaines du secteur de la santé, vous avez tous des stages. Un stage qu'on appelle d'intégration au milieu du travail. Non, monsieur? Ah, sauf les métiers, vous avez raison, sauf les métiers de la construction pour l'instant, parce que ça pourrait changer, mais là, à cause de la c'est ça. À cause de la réglementation syndicale, vous n'avez pas le droit d'aller sur le marché du travail, effectivement. Fait qu'est-ce que vous faites donc pour ces stages-là? Je vous poserai des questions tantôt. OK. Après ça, ça se transforme en 8000 heures. OK. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. OK, 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 c'est bon, merci. Ben, voyez-vous que ces différences-là sont quand même pertinentes et sont quand même importantes parce que il va falloir que je regarde ces programmes d'études-là. Tu sais, étant conseillère pédagogique, j'ai le nez partout, puis ça pique ma curiosité quand j'entends des choses comme ça aussi. Dans le secteur de la santé, les stages d'intégration, pour ceux qui le connaissent, d'intégration au milieu, sur le marché du travail ou intégration au milieu du travail, c'est des stages qui sont vraiment considérés comme étant des stages par le ministère de l'Éducation, en ce sens que ce sont des compétences traduites en situation. Dans le domaine de la santé, on n'appelle pas communément ce qu'on appelle des stages, c'est de la formation pratique en milieu clinique, parce qu'on s'en va avec les étudiants dans un hôpital faire de la formation pratique sur des vrais patients. Fait qu'ils pratiquent sur des vrais patients. Quand même, hein? C'est pas rien. Qu'est-ce que c'est de la formation pratique? Que ce soit des stages ou de la formation pratique, c'est une période que passe un élève dans un établissement de santé
et de services sociaux, dans ce cas-là, ou sur le marché du travail dans un établissement, et durant laquelle il fait des apprentissages et reçoit, s'il y a lieu, un enseignement relatif à ces apprentissages, en vue d'être en mesure d'exercer sa profession ou son métier, ou encore d'acquérir une spécialité à l'intérieur de celle-ci. J'ai tout à l'heure des apprentissages cliniques. Mais la subtilité là, entre un stage puis la formation pratique, c'est que les stages, on va mettre en application ce qu'on a appris à l'école. Là, j'essaie de ne pas parler trop fort pour vous péter les oreilles. Ça va-tu avec le micro, là? Versus quand on est en milieu clinique, quand on est en formation pratique, l'élève il est encore en apprentissage. La définition d'un apprentissage clinique ou apprentissage en tant que tel ou en stage, c'est une situation vécue en milieu de travail qui contribue à la formation des élèves en stage ou en formation pratique. Chaque situation est composée de l'observation ou de l'exécution d'actes professionnels indispensables à l'exercice éventuel de la profession ou du métier, sous le contrôle du personnel d'encadrement dont la compétence est reconnue. Fait que si, par exemple, c'est des stages d'intégration en milieu de travail, ben, il y a des personnes qui sont supposées d'être des superviseurs de stage ou des formateurs qui vont encadrer les personnes en milieu de travail. Quand vous les envoyez, là, hein, les gars, moi, je vais me servir de vous autres. Là. Quand vous les envoyez en stage, ils sont jumelés avec des mécaniciens. Et puis, ils font quand même des actes professionnels qui relèvent d'un mécanicien en véhicule lourd. Ça va? Excusez? Ça, c'est de l'alternance travail-études. Exactement. Là, on parle juste de stage de fin de formation. Il pourrait se faire. C'est de l'acquisition de compétences. Quand il y a de l'acquisition de compétences, c'est de la formation pratique. Quand c'est la mise en œuvre de compétences déjà acquises, c'est des stages. C'est ça. Ça va-tu? Oui. La mise en œuvre. C'est qu'ils mettent en œuvre, en fait, un stage en intégration au milieu de travail. Ils mettent en œuvre les compétences acquises pendant leur formation à l'école. Et c'est un stage de traduite en situation. Et puis, l'évaluation, c'est de l'évaluation de la participation. C'est une épreuve de participation. C'est ça. C'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des mécaniciens automobiles là, qui, pendant leur stage d'intégration, ne font pas nécessairement l'ensemble de ce qu'ils ont appris à l'école. Ils se retrouvent à changer les pneus pendant la période du stage. Ça arrive-tu, ça? On essaie d'éviter. C'est la responsabilité de l'école, ben, en fait, de la personne de l'école de faire l'encadrement de stage pour s'assurer que le milieu de stage répond aux besoins du stage. Mm. Vous êtes en formation pratique, là, vous. C'est ça. Mm. Non, dans votre cas, pour les coiffeuses, vous êtes à l'école, vous faites de la théorie, vous pratiquez, et là, vous avez une clientèle. La clientèle, vous la recevez. Au lieu aller dans un milieu clinique de soins, vous recevez la clientèle chez vous. Fait que votre école se transforme en salon de coiffure. Fait que vous êtes en formation pratique. Après ça, quand ils vont en stage, l'intégration en milieu de travail, c'est un stage. C'est ça. Bon.
OK. C'est sûr que, ben là, peut-être les gars de la construction, vous allez peut-être un petit peu vous coller davantage à notre réalité. Mais quand on va en stage, puis qu'on dit qu'on fait des activités professionnelles pour développer la compétence, pour acquérir la profession, c'est qu'il y a certaines activités qui sont réservées. Dans le cas des infirmières auxiliaires, ils peuvent pas, c'est juste dans le cas d'un stage qu'ils peuvent faire ces activités professionnelles-là parce que, ultimement, les activités qu'ils font, donner des médicaments, donner des injections, faire des prises de sang, ça appartient au corps de travail d'infirmières auxiliaires qui est réglementé. Donc, il y a un règlement qui existe pour encadrer justement, puis autoriser ces élèves-là, pendant qu'ils sont en stage, pour faire ces activités-là. Parce que sinon, puis si jamais vous passez, par exemple, une fin de semaine et qu'il y a des étudiantes qui sont dans une pharmacie en train de faire des prises de sang ou faire des glycémies capillaires ou prendre la tension artérielle ou peu importe, ils ne peuvent pas exercer les activités qui appartiennent aux infirmières auxiliaires si ce n'est pas dans le cadre d'un stage. S'ils font ça pour une levée de fonds, quelque chose comme ça, ils ne sont pas supposés de le faire. L'enseignement clinique, ça, c'est quelque chose qui vous appartient tous. L'enseignement clinique, l'enseignement qui se fait en formation pratique ou en stage, c'est une activité qui fait ressortir des liens entre les actes professionnels exécutés lors de l'apprentissage clinique et les connaissances scientifiques qui les sous-tendent et dont le responsable, c'est vous. Donc, quand vous êtes en l'enseignement, même si c'est une compétence traduite en situation et que vos élèves s'en vont en stage dans un garage pour mettre en œuvre les compétences qu'ils ont acquises à l'école, ça vous appartient encore comme enseignant de poursuivre l'enseignement. En ce sens que vous, toutes les activités qu'ils font pendant leur journée, parce qu'ils doivent tenir un journal de bord ou quelque chose comme ça, c'est souvent cet outil-là qui est utilisé pour faire le suivi du travail, mais est-ce que je peux dire le suivi des apprentissages? Ça serait davantage le suivi de la mise en œuvre des compétences. Dans ce moment-là, c'est à vous de faire ressortir les liens et puis de les ramener aussi dans le fait que pendant que tu es en train de faire cette tâche-là, parce que tu n'es pas toujours avec ton élève quand il est en stage, puis vous devez en avoir qui sont éparpillés un peu partout, là, c'est à vous, quand vous faites un retour de stage ou une visite de stage avec l'élève, de faire les liens entre qu'est-ce que tu as fait comme activité, c'est quoi le lien que tu fais avec ce que tu as appris à l'école, et vois-tu aujourd'hui à quel point que c'était nécessaire de l'apprendre, cette activité-là ou cette tâche-là, parce que sur le marché du travail, tu vas devoir le faire. Puis ça vous appartient. Ça appartient pas à la personne qui est jumelée avec l'élève pendant qu'il est en stage. Bon, ça, je vais sauter par-dessus parce que ça ne vous regarde pas. Dans les compétences, bon, là, je vais passer des compétences traduites pour SASI, là, pour santé, assistance et soins infirmiers. En santé, assistance et soins infirmiers, en fait, toutes les compétences qui soient stage ou formation pratique, vous allez remarquer que ce sont des compétences qui sont spécifiques. Dans la matrice, là, c'est celle qui se retrouve dans la colonne de gauche. Pour ce qui est de santé, assistance et soins infirmiers, pour ce qui est du nouveau programme d'assistance à la personne, ce sont des compétences qui sont traduites en comportement, ce qui veut dire qu'ils sont en train d'acquérir des éléments de compétences pour ultimement, oui ou non, répondre à l'exigence de l'énoncé de la compétence. En ce qui concerne les stages en intégration au milieu de travail, bien, à ce moment-là, c'est un court laps de temps où ce que l'élève est mis en situation d'adaptation à un milieu qu'il ne connaît pas. Je vais vous conter une histoire en passant. Tu sais, sa construction, là, sais-tu vraiment, quand je dis qu'il faut les mettre en milieu pratique, en formation pratique, et quand on fait les activités en formation pratique, quand je dis vous les amenez en laboratoire, en atelier,
dans les... non, c'est pas mal ça, laboratoire, atelier, puis qu'est-ce que vous avez à part de ça? Dans les garages, vous les appelez des ateliers. Hein? Bon. Ou des fois, il y a des classes ateliers où est-ce que tu as l'enseignement théorique, puis après ça, tu les amènes au front, comme en électromécanique, je sais que les gars, ils ont tout ça. C'est ce que vous faites. M'en aller avec ça, acquisition de la compétence. Attends un peu, là. J'ai bien beau m'adapter, là. Ah, ramène-moi à l'ordre. Oui, ah oui, c'est ça. Merci. En situation réelle, quand vous les amenez en laboratoire, en atelier, vous voulez leur faire vivre des situations réelles. Écoutez-moi bien. Mon chum, là, il est menuisier charpentier. Pour la première fois de sa vie, il est allé faire les évaluations aux Olympiades de l'année passée. Oh my God! Il y avait des commentaires à faire. Il dit, en tout cas, il dit, moi, la première chose que je ferais, avant qu'il rentre dans l'atelier, là, je lui remplirais les bottes à cap d'acier d'eau. Comme ça, il saurait c'est quoi passer une journée dehors, les pieds mouillés, hein, parce que c'est la construction. Puis il dit, à travers de ça, je mettrais des lampes UV. Il apprendrait à s'en mettre de la crème l'été quand il travaille ses toitures. En formation pratique, là, il n'est pas enseignant, mon chéri, là. Mais il est contracteur, mais il n'est pas enseignant. Dieu merci, parce que les élèves ne passeraient pas à travers de la formation. Cela dit, c'est qu'on a beau, en formation pratique, dans les murs de notre école, essayer de reproduire le plus possible et le mieux possible les éléments de la compétence, les critères de performance pour faire les éléments de la compétence, mais la réalité est qu'on ne peut pas le faire. Fait que quand on les envoie dans le stage d'intégration à la fin de la formation, bien, au moins, ils vivent un peu de qu'est-ce que ça peut être. Ça se pourrait-tu, tu sais, que de plus en plus, comme là, je vais donner un autre exemple, là, en forage dynamitage. Parce que moi, je suis conseillère pédagogique, puis pantoute dans le domaine de la santé. Là, je suis dans le secteur industriel maintenant, puis j'ai aussi un cours de forage dynamitage. Ça se donne à 4 places au Québec, dont une place à Sherbrooke. Ils travaillent vraiment là, dans un chantier là, de dynamitage. Là. Hey, c'est écœurant, cette place-là. Ben, le nouveau programme d'études met en place un stage en mi-parcours de formation. C'est une formation de 900 heures, mais ils ont intégré une formation de visite de chantier, d'observation, même s'ils ne peuvent pas toucher, même s'ils ne peuvent pas forer, mais eux autres sont vraiment toujours en action. Mais ils vont dans un milieu de stage, puis ils s'en vont travailler, ils sont jumelés, ils vont être jumelés en fait avec des foreurs et des dynamiteurs en vrai. Et là, les profs, ils disent, ils vont s'en apercevoir. Ils trouvent que les profs sont exigeants. Quand ils arrivent sur le marché du travail, les boss sont un peu exigeants aussi, et les collègues de travail aussi. De les exposer, les élèves, là, à qu'est-ce qu'ils vont vraiment vivre sur le marché du travail, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose en cours de route pour confirmer le choix. Parce que je ne suis pas convaincue que c'est en métier et formation que quand on doit valider notre parcours, notre choix professionnel. Bon, là, moi, vous en comptez une autre histoire. Valider votre parcours professionnel. Ben oui, quand j'avais 17 ans, je me suis inscrite en santé assistance et soins infirmiers. 17 ans. On me pose la question, pourquoi tu es ici? Oh, j'ai le feu soigné, j'ai le feu sacré de soigner, j'ai soigné ma grand-mère. Ah oui, toutes les raisons sont bonnes. Ben, je vous prie de me croire que le premier stage que j'ai fait, là, je voulais partir à la course. J'avais jamais vu ça. On lave des mannequins à l'école. On s'en va en stage. Moi, j'ai jamais vu une dame de 80 ans couchée tout nue dans un lit avec des vraies odeurs. Je vous le dis, je ne l'ai pas lavé, je l'ai survolé au premier stage. Fait que les mettre en milieu, vraiment en pratique, puis les exposer au milieu de travail le plus rapidement possible, c'est pas mauvais. Dans la compétence 1, quand on fait une visite, là, ben, une visite, des fois, ça passe vite. Une question. C'est un stage pas long, je pense que c'est comme non, mais vous voulez dire en forage, là, pour le forage? 15 heures. Ouais, 15 heures. Juste 2 jours. Juste assez pour dire, ouais, ils ne forment pas des princesses ici.
Je m'en vais sur un chantier où ce que je vais me faire brasser. Ouais, ouais. Les profs l'ont déjà dit, mais là, j'ai un directeur ici, il faut que je fasse attention, là. Ah! Aïe, aïe. Uh-huh. Ah bon, tu vois? Tant mieux. Correct. Moi, j'ai rien contre ça. Ah, faut que je pointe par là, excuse. Je pointe par là pour changer les diapos. Bon, fait que c'est des compétences particulières qui sont mieux connues sous le nom de stage dans ce cas ici. En formation professionnelle, comme je disais tout à l'heure, la majorité des programmes d'études ont un stage qui est intégration au milieu de travail. C'est une compétence particulière traduite en situation. Fait qu'ils sont évalués sur leur participation. Et, ben, en fait, c'est une épreuve de participation. C'est pas parce qu'il manque une journée de stage qu'ils sont en échec. Ça, c'est une légende urbaine. Hein? Quand on dit évaluer la participation, il faut que tu sois là les 30 heures du stage, sinon il est en échec. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, on va démystifier un petit peu tantôt. Comme je disais tantôt, ce type de stage-là va favoriser la mise en œuvre des compétences qu'ils ont appris à l'école, puis qui vont aller valider en milieu de travail. Pour ce qui est de la formation pratique, là, on va faire une comparaison, par exemple, avec vos formations pratiques quand vous amenez vos élèves en atelier de construction, en atelier pour l'électricité, en shop pour le garage, puis nous autres, en santé, assistance et soins infirmiers, on s'en va à l'hôpital. Il faut toujours vérifier le contexte de réalisation. Je vais répéter encore une fois, on enseigne ce qui est prescrit, puis on évalue ce qui est prescrit. Je vais arriver très rapidement dans qu'est-ce qui est prescrit en évaluation aussi. Le contexte de réalisation va venir nous indiquer le contexte dans lequel l'élève doit se retrouver pendant cette compétence-là. En formation professionnelle, peut-être que ça ne vous dit rien, là, mais moi, j'ai un ami, il s'appelle Benjamin Bloom. La taxonomie de Bloom, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon. Ça, là, c'est tous les verbes qui sont dans un programme d'études. Minimalement, tous les énoncés de compétences de chacune des compétences de tous les programmes d'études devraient être à un niveau d'application. Ce qui veut dire que le premier niveau, c'est connaissance. Après ça, compréhension. Ben, je vais y aller avec la version révisée. Reconnaître, comprendre, appliquer, analyser, évaluer, puis créer. Minimalement, il faut qu'on amène nos élèves à application. Mais si on les amène à application, ce que ça veut dire, ça, c'est que toutes les évaluations devraient être pratiques, hands-on. Comment pouvez-vous évaluer, par exemple, il y en a-t-il qui sont en soudage ici? Non, pas de soudeur ici. Soudage. Hein? Ben, c'est quoi, tu sais, si on prend l'énoncé l'énoncé de la compétence, c'est vraiment là, souder quelque chose avec GWAT ou je sais pas quoi, là, il y a des types de soudage, hein? Hey, je parle comme si je connaissais ça. Cela dit, c'est un examen pratique. C'est un examen théorique. C'est un examen théorique qui évalue sa capacité de souder. C'est à ne rien comprendre. On va parler de la validité des épreuves dans pas long. Fait que dans le contexte de réalisation, c'est prescrit comment est-ce qu'on doit appliquer le contenu de la compétence pour être capable de la réaliser. La raison, puis là, je vais viser juste les personnes, puis là, je dis bien les filles, parce que c'est que des filles en santé, là. La raison pour laquelle on appelle encore le dernier stage du programme d'études santé, assistance et soins infirmiers, le stage d'intégration, là, c'est parce que dans l'ancien programme d'études, ça s'appelait intégration. Mais ce n'était pas un stage traduit en situation, c'était encore un stage traduit en comportement dont les évaluations étaient vraiment des critères d'évaluation. Bon, la formation pratique, je l'ai dit tantôt, ça permet à l'élève de développer les compétences qui sont nécessaires à l'exercice qui est l'AL choisi en milieu de travail, peu importe le lieu d'apprentissage. OK, ça c'est important. Bon. Peu importe le lieu d'apprentissage.
Chaque compétence prévoit des phases d'acquisition où s'insèrent des activités d'évaluation en aide à l'apprentissage et un temps réservé à celui de la sanction de ces apprentissages. Quand on est école, dans les murs de l'école, c'est facile de dire, hein, parce que vous le planifiez dans les horaires groupes, là, à quel moment ils vont être évalués au fin de la sanction. Est-ce que c'est planifié aussi dans vos horaires groupes? Est-ce que, ben non, ça c'est sûr que vous faites ça, là. Dans vos macro-planifications, là, c'est sûr que vous planifiez vos évaluations en aide à l'apprentissage. Oui, c'est sûr. Dites oui, s'il vous plaît. Il y a un directeur dans la salle. Merci. Avez-vous déjà remarqué que les groupes, là, vous autres, là, vous travaillez fort pour faire des évaluations en aide à l'apprentissage, souvent écrits. Ça se peut-tu? Dans certains cas? Ça dépend quelles compétences, OK? Bon, bien, vous voyez des critères de performance, on va faire une évaluation en aide à l'apprentissage. D'autres critères de performance, on va faire une évaluation en aide à l'apprentissage. Il y avait une légende urbaine aussi qui circulait déjà que les évaluations en aide à l'apprentissage, c'était genre au... Y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu ça? Aux 15 heures? Ben, bon. Ben, merci. Vous êtes toujours en évaluation en aide à l'apprentissage. Les élèves, là, vous êtes en train de les entendre parler dans le corridor. Puis s'ils parlent autre que de Facebook, là, s'ils parlent, par exemple, de qu'est-ce qu'ils viennent d'apprendre, de qu'est-ce qu'ils viennent de voir en atelier ou en laboratoire, puis que c'est vraiment tout croche, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, qu'est-ce que vous faites? Faites de l'enseignement correctif. Puis des fois, vous le faites dans le corridor. Fait que vous êtes continuellement en évaluation en aide à l'apprentissage. Ce qui est important, dans le cadre de santé, assistance et soins infirmiers, c'est que les stages se font à l'extérieur. Ils sont transposés, on part avec, une enseignante part avec 6 élèves, à peu près, c'est ça le ratio, là, avec 6 élèves, et s'en va dans un milieu de stage sur une unité de soins. Et là, il se transforme en mini-équipe de soins sur un département. Et les enseignantes en santé ont une petite tendance, mais pas vous autres, hein, ont une petite tendance des fois, moi je vais parler pour moi, c'est ce que je faisais, à oublier que les élèves sont en apprentissage. Je dois considérer les phases d'acquisition de la compétence, je dois faire des évaluations en aide à l'apprentissage, je dois planifier les évaluations au fin de la sanction parce qu'il n'y a pas un petit carré là, il n'y a pas un petit carré dans l'horaire pour me dire quand est-ce qu'il faut que je les évalue. Là. C'est vers la fin, ils disent vers la fin de la compétence. Puis là, tu es OK, vers la fin de la compétence, mais il faut que l'élève soit prêt vers la fin de la compétence. C'est un peu subjectif, ça. Fait que ça relève du jugement de l'enseignant à savoir à quel moment il va débuter ses évaluations au fin de la sanction. Puis, c'est ça. Là, il n'y a personne ici là, qui de ma région. Là. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ma fille, je vais en faire rougir bien comme vous. Ma fille m'accompagne aujourd'hui. Elle fait son cours en santé, assistance et soins infirmiers. Imaginez-vous donc, là, je vais bavasser quelque chose, mais c'est pas grave, elle n'est pas ici. Fait que, imaginez-vous donc qu'il y avait une enseignante, elle a fait un stage. Puis il y avait une enseignante déjà, puis moi, je dis jamais rien, par exemple. J'écoute. Puis je la félicite parce qu'elle est très bonne. De stage, puis ça va être quelqu'un qui va venir la remplacer. Elle a toutes fait ses évaluations en aide à Et puis, pendant ce stage-là, l'enseignante, elle sait qu'elle va être absente la dernière semaine de stage, puis ça va être quelqu'un qui va venir la remplacer. Elle a toutes fait ses évaluations pas en aide à l'apprentissage, elle a toutes fait ses évaluations au fin de la sanction, dans la première semaine de stage. Après ça, vous pensez que les élèves font de l'enrichissement? Non, non, ils travaillaient. Ils travaillaient comme infirmières auxiliaires finalement parce que leurs évaluations, puis ils avaient réussi le stage. Ils auraient pu s'en aller chez eux. Mais là, elle sait. Mais je n'ai pas dit à ce moment-là qu'elle aurait pu partir parce que son évaluation fin de la sanction était faite. Et ils ne mettaient pas d'emphase sur, ben c'est fait, maintenant tu vas faire de l'enrichissement. On ne mettait pas des mots là-dessus.
Les phases d'acquisition de la compétence. Bon, ça, là, c'est un simple rappel parce que tout le monde le sait, ça. Comment est-ce qu'on fait pour acquérir une... Tout le monde sait ça, hein? Dans le cas, il y en a 5 phases d'acquisition de la compétence. La première étant l'exploration, ensuite apprentissage de base, intégration, entraînement, transfert, enrichissement. Comme vous pouvez voir, le ministère de l'Éducation dit que puis quand je dis le ministère, là, à la fin de la présentation, j'ai les références, mais c'est le cadre de référence là, sur la planification des activités d'apprentissage et d'évaluation qu'on utilise. J'ai une belle... C'est pas elle qui a fait ma catin, c'est moi qui l'ai fait. Et puis, je me réfère beaucoup à la politique en évaluation des apprentissages. On dit que la phase d'exploration est celle qui pourrait sauter, mais je ne crois pas à ça. On va vous le dire pourquoi? Parce que c'est dans cette phase d'exploration-là que l'élève va savoir à quoi ça me sert de faire ça. Tu sais, l'histoire de la motivation qui ont suivi des cours en motivation, là, de la dynamique motivationnelle, de la tâche. À quoi que ça va te servir? Je me rappelle quand j'étais étudiante, encore une fois, l'enseignante, elle devait m'enseigner les parties anatomiques de la cellule humaine. Bien, la première chose qu'elle me dit, c'est « ça ne sera pas à l'examen, puis de toute façon, les infirmières auxiliaires, ils n'ont pas besoin de savoir ça. » Mais il fallait les apprendre par cœur. Wow! Il fallait que je les apprenne par cœur. Bon, ça, c'est la valeur de la tâche. Ma compétence motivationnelle, hey, j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Apprendre ça par cœur. Comment faire pour faire ça? Fait que, au moins, j'avais un peu de contrôlabilité. Je répétais, puis je répétais, puis je répétais. Puis, 27 ans plus tard, je me rappelle encore du mot réticulum endoplasmique. Je ne sais pas ce que ça fait, mais je me rappelle de ce mot-là. Fait que la phase d'exploration, c'est le temps d'asseoir vos élèves et de leur dire ce que tu vas apprendre là, peut-être que c'est plate, peut-être que tu vas trouver ça difficile, tu as des connaissances de base. Tu sais, là, mon affaire de Bloom, tu dois connaître des choses pour être capable de comprendre ce qu'éventuellement tu vas faire. Si tu ne veux pas juste être un exécutant puis appliquer des tâches, il faut que tu comprennes aussi ce que tu vas avoir appris. Bon, l'exploration, je vais passer vite là-dessus. J'avais donné un exemple pour les infirmières auxiliaires, mais je suis certaine que vous allez avoir un exemple en tête. Procédés de soins d'assistance. L'énoncé 4, c'est appliquer des procédés de soins d'assistance, c'est tous les soins d'hygiène de base, tous les soins de base d'assistance à la personne. Donc, ce qu'ils vont se dire, c'est que ce n'est pas ma job. Ce n'est pas la job de l'infirmière auxiliaire que d'appliquer des soins d'assistance. Bien, c'est bien une valeur, mais oui, ma belle, chérie d'amour, tu vas avoir besoin de faire des toilettes partielles, puis tu vas avoir besoin de se mobiliser. Un peu comme dans la pyramide de Maslow. Si tu ne connais pas la base, tu ne pourras pas construire sur cette base-là. Si j'avais su, Maud t'a dit, si j'avais su, moi, que les mathématiques étaient si importantes pour calculer les médicaments que j'allais donner comme infirmière auxiliaire éventuellement, ça aurait été pas pire, ça. Voyez-vous l'important en contexte ce que vous enseignez. Puis, ce que vous enseignez, faites pas juste donner de l'information, évaluer de façon informelle en aide à l'apprentissage si ça leur... L'apprentissage de base, l'élève se questionne ce que j'apprends. Bon, là, il va venir construire ses habiletés, il va venir construire ses apprentissages en fonction de ses connaissances, ses habiletés, ses perceptions, ses attitudes. Il traite puis il organise l'information reçue. L'enseignant doit déterminer les savoirs à développer dans le but de commencer le processus d'évaluation des apprentissages. Voyez-vous, là, on est à la deuxième phase d'acquisition de la compétence et on commence déjà à parler d'évaluation. Dans un premier temps, là, fameuse évaluation diagnostique. Là, je vais m'éparpiller un peu dans le sens que l'évaluation diagnostique, ça va venir vous situer sur d'où l'élève part, puis où est-ce que vous devez le rendre. Puis des fois, ça peut être un peu décourageant.
Mais cet aspect-là, elle est très importante dans la différenciation pédagogique et dans la flexibilité pédagogique que vous allez mettre en place, parce qu'il n'y a pas un groupe qui va être pareil, puis il n'y a pas un élève qui va être pareil. On le dit, en formation, la formation, tu sais, là, encore une fois, monsieur le directeur, bouchez vos oreilles. On dit qu'en formation professionnelle, l'affaire de la présence obligatoire, bien, savez-vous que dans le régime pédagogique de la formation professionnelle, il n'y a rien qui parle de la fréquentation scolaire obligatoire, puis les heures obligées d'être à l'école, puis tout ça. Ça, c'est purement administratif. En formation professionnelle, c'est dit aussi que ce n'est pas qu'à l'école qu'on acquiert des compétences. Et les gars là, qui ont travaillé dans le garage de leur père toute leur vie, là, ils arrivent à l'école avec des connaissances puis certaines compétences. Des fois, il faut déconstruire un peu avant de reconstruire, mais d'habitude, quand même, ça va relativement bien. Mais sachant d'où il part cet élève-là, bien, vous allez peut-être pouvoir passer déjà à la phase d'acquisition de la compétence d'enrichissement avant de l'amener à l'évaluation au fin de la sanction. Vous allez lui passer des évaluations en aide à l'apprentissage, qui soient pratiques ou de connaissances pratiques, pour le situer bien comme il faut. Où est-ce que tu te situes dans cette compétence-là, selon l'énoncé de la compétence, selon le contexte de réalisation. Puis après ça, vous allez pouvoir l'amener vers l'évaluation au fin de la sanction, puis la réussite de la compétence. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas qu'à l'école qu'on acquiert des compétences, et puis c'est très vrai. Cependant, avant de dire qu'il est compétent dans quelque chose, les conseillers pédagogiques qui sont dans la classe, qui sont ici, là, quand on a des élèves, parce que ça arrive jamais, ça doit arriver rien qu'à Sherbrooke, qu'il y a des élèves qui changent de programme là, régulièrement, genre « Oh, j'aime pas bien ça, ce que je suis en train de faire, je voudrais réévaluer la situation, puis je veux changer de place. » On va voir l'orienteur. L'orienteur, elle vient me voir, puis là, je vais vérifier si les compétences qui ont été faites, par exemple, en soudage-montage, maintenant qui est inscrit en véhicule lourd, est-ce qu'ils vont être reconnus au niveau du ministère? Ça fait-tu partie de... Non, OK, vous n'avez pas à faire ça. Bon, on fait ça. Ça peut arriver qu'on fasse ça. Si ce n'est pas le conseiller en orientation, ça peut être la conseillère pédagogique. Bon, moi, je le fais. Et là, les gars qui sont... Le jeune homme qui est parti de soudage-montage, puis qui a presque fini en plus, il s'en va s'inscrire dans un cours d'électromécanique, puis il y a un cours de soudage en électromécanique. Il y a des compétences en soudage, mais le contexte de réalisation prescrit dans le programme d'études en électromécanique, ça ne s'applique pas, ce qui veut dire que ce n'est pas équivalent. Comment ça? Je sais souder, moi? Oui, tu sais souder comme un soudeur-monteur, mais tu ne sais pas souder comme un électromécanicien. Fait que c'est de là vient l'importance du contexte de réalisation à déterminer s'il a ou pas la compétence. Dans le cadre d'intégration-entraînement, bon, ben là, il s'entraîne. Et s'il vous plaît, dans le cadre de l'entraînement, ne pas l'entraîner pour l'évaluation au fin de la sanction. Dire qu'un élève est compétent, un petit peu, je vais juste arriver là. Dire il s'exerce, il pratique, puis il est en action. Puis on est supposé de voir une évolution. Ah, c'est fini ça. Ah, parfait. Mon Dieu, elle m'a fait peur. Il y a quelqu'un qui passait comme pour me faire des signes. Je disais que l'élève nécessite la... Voyez-vous, j'ai un TDAH en passant. Ça paraît-tu? Parce que je suis... Hein? Exactement. Vous enseignez et vous évaluez une compétence. Moi, là, dernièrement, prof d'expérience, pour ne pas dire qu'il est vieux, il y a de l'ancienneté, il y a de l'expérience. J'ai juste été obligée de lui rappeler la semaine passée que tous les critères de performance doivent être enseignés et doivent être évalués en aide à l'apprentissage. Et certains de ces critères de performance-là sont sortis du programme d'études pour ensuite être transposés en évaluation aux fins de la sanction. J'ai été obligée de dire ça parce que l'élève, puis en formation professionnelle non plus, il n'y a pas de préalable
obligatoire, là. Absolu. Merci, madame. Pas de préalable absolu. Sauf que des mécanismes se sont installés que si tu ne réussis pas, par exemple en dessin, là je vais parler de dessin de bâtiment, si tu ne réussis pas à travailler sur un logiciel de base de dessin, ben c'est sûr que si tu ne réussis pas l'évaluation au fin de la sanction et que tu as un double échec, ce qui veut dire qu'il faut que tu reprennes la compétence, ben, tu ne pourras certainement pas aller faire AutoCAD 2, là, dessin sur logiciel 2 avancé. Ben, qu'est-ce qu'il a fait, bâtard, pendant... Oh, excusez, je suis en diffusion. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 105 heures d'acquisition de la compétence? C'est parce que l'évaluation au fin de la sanction, ça se peut qu'il ait échoué. Il a échoué les critères en évaluation en aide au fin de la sanction. Il a échoué un portrait qui a duré 3 heures sur les 105 heures qu'il vient de faire. Tu es en train de me dire que pendant les 105 heures qu'il a été assis dans ta classe, il n'a pas acquis 0 compétence pour être capable de peut-être continuer dans AutoCAD 2? Moi, je pense que oui. Puis c'est drôle, hein, quand je suis allée voir l'horaire, ben bonté divine! Il y avait déjà 30 heures sur 75 de fait dans ce module-là. Il le faisait en parallèle, mais il a échoué le module 4, il a échoué l'évaluation au fin de la sanction. Il a quand même acquis des compétences. Fait que de là vient l'idée de faire des études de cas avant de mettre fin à une formation d'un élève. Qu'est-ce qu'il peut continuer à faire selon l'acquisition de ses compétences? Et oui. Oui, mais c'est vraiment. Ben, là, je vais nuancer dans le sens que ça prend les spécialistes, c'est le spécialiste de contenu du métier qui va dire vraiment si une compétence est préalable à une autre. Je vous donne un exemple concret, là. En santé, on ne les enverra pas intervenir auprès de personnes qui souffrent de santé mentale, qui présentent des problèmes de santé mentale, s'ils n'ont pas eu au préalable la compétence théorique sur les maladies de santé mentale. Bon. Ce qui veut dire, mais c'est vrai pour la formation professionnelle au complet, que l'acquisition, il n'y a pas de préalable absolu. Ça dépend toujours de l'acquisition de la compétence en cours de route. Quand je vais arriver tantôt dans le processus d'évaluation, dans le processus d'évaluation, il y a le suivi d'apprentissage des élèves, la collecte d'informations puis l'interprétation. Ça appartient aux enseignants de savoir que il y en a fait du chemin. Puis c'est comment est-ce que vous faites ça? C'est avec les évaluations en aide à l'apprentissage. Fait que oui, effectivement, il acquiert des compétences, il acquiert des connaissances, certaines compétences, certains éléments de la compétence. C'est pas parce que à l'évaluation fin de la sanction, c'est un portrait de certains critères considérés comme étant essentiels à la compétence qui a échoué. Parce que je sais que vous avez tous déjà vu ça. Un élève là, qui a super bien performé là, pendant 105 heures, pendant tout le module, il est stressé à mort pendant l'évaluation fin de la sanction, il shake de même, puis il échoue. Là, tu dis, bon, on a-tu une petite envie des fois là, de changer la note? Non, faites pas ça, vous autres. Je suppose que ça se passe, ça, là, mais il n'y a personne qui fait ça. Jamais. Puis l'autre élève qui a été absent pendant une trentaine d'heures, puis mais que pendant qu'il était là, il était bien là. Puis il était assez désagréable. Je vais faire attention parce que je suis filmée. Puis, ou il était là, mais il n'était pas là. Il y a ça aussi. Il réussit l'évaluation au fin de la sanction. Oh my lord, comment est-ce qu'il a fait ça? Il était chanceux. Bien, la validité des épreuves, là, ça devrait discriminer les élèves compétents des élèves incompétents. Mais ça, je vais y arriver aussi tantôt. Fait que, oui. Non, c'est ça. Il y a des, il y a une, la matrice des compétences, elle est là pour, pas pour rien quand même, il y a du monde qui se sont forcés pour faire ça, là. Elle est là pour indiquer une suite logique de l'acquisition des compétences, puis parce qu'il y en a qui sont interreliés.
Mais c'est vrai que le spécialiste de contenu est celui qui dit, ben cette compétence-là devrait être vue avant celle-là ou minimalement parallèlement. Ben, ça ne veut pas dire parce qu'il échoue l'évaluation au fin de la sanction qu'il faut absolument mettre fin à sa formation. Ça, c'est une légende urbaine, ça. Hein? Ben, si, par exemple, mais dans le programme d'études, il doit y avoir des règles de verdict dans le programme d'études. Bien, pas dans le programme d'études, dans la sanction, exactement. Bien, c'est les règles de verdict là, qui vont venir le mettre en échec. Mais si c'est pour acquérir une certification, là, tu n'as pas le choix. Je donne l'exemple d'ASP Construction, là, dans tous les cours de construction. ASP Construction certifie, donne la carte comme quoi il a réussi le cours de santé-sécurité sur les chantiers de construction, mais il fallait qu'il soit là les 30 heures. Bon, il n'est pas là, il est pas là les 30, il n'y a pas d'examen, c'est situationnel. En fait, c'est ça, c'est là où je m'en allais. C'est que si il a manqué, puis ça, il faut le faire. Il y a quand même un élève là, dans le centre là, qui a échoué son module 1, module 2. Métier, formation, santé, sécurité. C'est parce qu'il n'était pas là puis il ne remettait pas ses travaux. Santé, sécurité, le jeune homme a récupéré ses heures en travaillant chez eux. Il a fait ses fiches de travail du DEP. Il a été sanctionné succès DEP, mais il n'y aura pas ses cartes d'ASP Construction. C'est comme premier soin, c'est la même chose. En santé. PDSB, c'est la même chose. Quand c'est pour la certification, qui est obligatoire à la fin, il va obtenir son DEP, mais il n'obtiendra pas les cartes nécessaires à l'exercice du métier, par exemple. Ça va-tu pour ça? On va se parler tantôt. Parce que c'est un nouveau programme, hein, je pense, ouais. Ouais, c'est ça, on va s'en parler. OK? Bon, pour ce qui est du transfert, hein, par là. Pour ce qui est du transfert, bon, ben ça, le transfert, c'est que l'élève, là, il est capable de transférer ce qu'il a appris dans différentes situations. Imaginez-vous donc, Potiminou, il se lave on y monte à se laver les mains. Puis là, c'est un robinet, là, c'est un évier avec un robinet, puis du papier qu'il faut dérouler de même. Ben, c'est très minimaliste ce que je suis en train de donner comme exemple, là. Mais Potiqueur, il arrive à l'évaluation au fin de la sanction, et puis c'est un robinet avec des pédales, puis c'est un papier qu'on tire de même à la place. Il est tout mêlé. On ne m'a pas mis dans la même situation que pendant mes apprentissages. Hey, c'est clair que si j'échoue, là, moi, je vais faire une plainte au protecteur de l'élève, là. Ça n'a pas de bon sens. Hey, non, s'il vous plaît. C'est parce que pendant la formation, vous les avez mis en contexte différent. Puis c'est ça qui fait que vous êtes capable de dire s'il a réussi ou pas la compétence, puis s'il est compétent ou non pour la tâche du lavage de main dans cet exemple-là. Vous devez faire des observations, vous devez questionner. C'est important aussi la rétroaction. Les élèves ils ont besoin de la rétroaction puis la rétroaction la plus importante, là, c'est sûr que c'est la rétro. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est votre rétroaction. Mais la rétroaction la plus importante, puis qui va durer le plus longtemps, c'est la rétroaction interne. C'est sa rétroaction. Fait qu'est-ce que tu en penses? Comment tu penses ça a été? Hein? Comme moi à face. Non. Mais c'est la rétroaction aussi qui va déclencher le processus de métacognition. Comment tu sais, nos fameuses analyses réflexives, là. Avant la tâche, comment je me prépare. Pendant la tâche, il arrive un problème, comment je vais m'y prendre, comment je m'adapte. Après la tâche, bon, je vais prendre un temps de recul, puis je vais évaluer comment je l'ai faite, puis si je l'ai à refaire, qu'est-ce que je vais faire différemment? Ça naît ça, puis c'est ça le travail de l'enseignant aussi que de déclencher le processus de métacognition. Encore une fois, je dis qu'une compétence n'est jamais vraiment acquise tant qu'on n'a pas démontré qu'il est capable de le faire dans des contextes variés. Bon, l'enrichissement, c'est que l'élève va plus loin que qu'est-ce qu'on demande. C'est sûr, par exemple, que souvent,
J'entends aussi, surtout avec des programmes d'études, puis on dit jamais des programmes d'études désuets. Un programme d'études n'est jamais désuet parce que sinon vous êtes en train de former du monde désuet sur le marché du travail. Il y a des programmes d'études, par exemple, qui ont des particularités qui ne répondent plus aux besoins du marché du travail en raison de la génération du programme d'études. Mais cela dit, c'est que des fois, on a des élèves qui arrivent pour les programmes d'études qui ont des compétences d'ordinateur. Bien, des fois, les élèves là, arrivent sur les bancs d'école puis en connaissent plus de l'ordinateur que l'enseignant. Puis là, ça peut déstabiliser l'enseignant. Fait que là, ce que je dis toujours aux enseignants, c'est que peut-être qu'il en connaît plus, je dis encore mon petit minou, peut-être qu'il en connaît plus l'élève au niveau du Word, puis c'est ci, puis c'est ça, mais il n'en connaîtra jamais plus dans ton domaine. L'utilisation de l'ordinateur dans le cadre de devenir un dessinateur industriel. Peut-être qu'il l'utilise pour faire des dissertations, mais pas dans le cadre de contexte de réalisation dans lequel il doit l'apprendre. Fait que tu vas toujours être plus compétent que lui parce que tu es en train de lui montrer le métier que tu as exercé pendant plusieurs années. C'est important aussi de considérer puis de prendre en compte le rythme d'apprentissage de chacun des élèves. Encore une fois, différenciation, motivation, puis bien sûr, quand vous êtes capable de différencier, de le motiver avec, justement, pour pas qu'il se tourne les pouces une fois qu'il a acquis la compétence, là, ben ça va le garder en classe. Et les élèves, là, l'assiduité, là, c'est un problème, c'est un symptôme. C'est un symptôme de quelque chose qui ne va pas. Puis bien souvent, c'est une baisse de motivation. C'est une baisse de, pas peut-être une baisse de motivation parce que finalement, je suis bon dans cette compétence-là et je n'ai pas besoin d'aide, sauf que l'école m'oblige à rester école. Je n'ai pas le droit de m'en aller chez nous. Mais bon, c'est à l'enseignant dans ce temps-là de développer des exercices supplémentaires. Puis là, on peut faire des activités de co-développement entre les élèves. Ça n'appartient pas juste aux professionnels de faire ça. Prendre les élèves qui ont plus de facilité pour venir aider les élèves qui ont plus de difficultés. Mais ça, je suis certaine que vous mettez ça déjà en place. Puis c'est des activités qui permettent ultimement d'atteindre leur objectif. Dans le cas des infirmières auxiliaires, c'est de réussir l'examen professionnel, là. Mais dans le cas des autres corps de métier, ben, c'est de réussir leur DEP. Processus d'évaluation, on va passer vite là-dessus. Puis là, quand je vois le petit bonhomme penser, c'est parce que j'ai des affaires je me questionne sur certaines choses. Les constats. L'élève est évalué pour mieux apprendre puis pour mieux réussir. Les évaluations peuvent prendre place dans contextes variés. Évaluer, c'est un processus complexe qui se fonde en grande partie sur le jugement professionnel de l'enseignant. Évaluer requiert d'abord que l'intention de l'évaluation soit clairement établie puis exprimée à l'élève. Puis, l'enseignant connaît, comprend et évalue ce qui est prescrit. Puis là, je vous pose la question, qu'est-ce qui est prescrit? Là, les enseignantes, là, les conseillères pédagogiques, là, dites pas un mot, là, avec les nouveaux cadres d'évaluation. Vous avez le processus d'évaluation, dont on a la planification. On planifie toutes nos évaluations en aide à l'apprentissage. Il y en a en aide à l'apprentissage formel, où ce qu'on dit, bon, il y a certains éléments, certains critères qui ont été vus. Maintenant, on va évaluer où est-ce qu'il en est rendu en aide à l'apprentissage. Prise d'information puis interprétation, les grilles d'observation, les caractéristiques d'un plan de travail. Ça, là, tu sais, prendre l'information, là, c'est vraiment de faire le suivi d'apprentissage des élèves. Et dans le cas où un élève étant un élève qu'on dit qu'il a tout réussi ses évaluations en aide à l'apprentissage, là, mais il échoue l'évaluation fin de la sanction. Bien, ça se peut pas qu'un élève ait tout réussi, ayant eu une rétroaction qualitative sur les critères parce que les évaluations en aide à l'apprentissage ne sont pas notées. C'est une rétroaction qualitative sur les critères qui ont été évalués, puis c'est impossible qu'il ait tout eu bon. Là, je vais annoncer quelque chose à ma fille. Au fin de la sanction, là, il y a des écoles qui ont décidé, parce qu'on a prise d'information, je vais y arriver tantôt, prise d'information, j'en ai parlé, décision, action, puis sont toutes interreliées.
Pendant que tu es en train d'observer l'élève, bon, tu as planifié, tu es en train de faire ta collecte de données, puis tu te sers de ton jugement. À travers de ça, tu es en train de prendre une décision. Ouh, il va se planter là, là. Ou des fois, on a une petite tendance à vouloir lui donner un petit avertissement dans le genre ton lit n'est pas barré, t'aurais-tu oublié quelque chose? En évaluation, on est dans l'apprentissage. En évaluation, on est dans l'apprentissage, ça va. Vous pouvez intervenir. En évaluation, fin de la sanction, là, pas de cœur. Vous n'avez pas le doigt. Vous ne parlez pas. Vous ne bougez pas. Il y a certaines situations maintenant où vous pouvez donner des avertissements, mais ça, c'est dans un autre cadre. Puis, il y a la communication. La communication, c'est la rétroaction qualitative et critériée. La rétroaction de l'évaluation fin de la sanction. Il y a des centres que je le sais, puis la raison pour laquelle que je le sais, c'est parce que j'enseigne au bac en enseignement professionnel le cours CFC 215, 205-215. Fait que je vois beaucoup d'enseignants je l'enseigne avec Carole Tremblay, il y a Paula, puis il y a moi. Je l'enseigne en anglais puis en français. C'est pour ça, des fois, j'utilise des anglicismes. Je m'excuse. Bon, cela dit, il y a des centres qui ont choisi de ne pas mettre les notes à côté, la pondération pour chaque critère dans la feuille de communication des résultats. Parce qu'il y en a qui disent que ça a tendance à donner à travailler sur la performance, puis là, les élèves se comparent entre eux autres, puis tout ça. Mais là, un élève, par exemple, là, que tous les critères qui ont été évalués au fin de la sanction, c'est coché oui, 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 puis qu'il n'y a pas de commentaire, dans la tête de l'élève, là, hey, je suis ça à coche, moi, j'ai eu 100%. Partout. C'est bon, tout bon. Puis là, c'est drôle. Si tu n'as pas de note, tu n'as pas de pondération à côté. Le point 1.1, OK, le critère 1.1, moi, je l'ai coché oui. Le critère 1.2, je l'ai coché non. J'ai échoué. Maudit. OK? La chum de fille, elle, 1.1, elle a coché non. 1.2, elle a coché oui. Comment ça, elle n'a pas échoué? Bien, c'est parce qu'il y a une pondération au bout de ce critère-là. Fait que l'histoire là, de donner, je ne sais pas ce que vous faites dans vos centres, mais ce n'est pas illégal, hein? C'est une valeur de transparence en évaluation que de donner la note dans la feuille de communication des résultats. Puis là, il y en a qui vont me dire, bah, ils n'ont pas besoin de le savoir parce que de toute façon, c'est écrit dans le plan de cours. Comment une fois qu'ils vont aller se référer au plan de cours? Valeur de transparence. Allez-y, lâchez-vous lousse, mais suivez toujours ce qui est écrit dans vos normes et modalités. Est-ce que tout le monde sait où sont ces normes et modalités en évaluation? Oui? Vous seriez capable d'aller chercher là, sans problème? Là? Parfait, excellent. C'est ça que j'avais besoin d'entendre. Les éléments de critères de performance versus les éléments d'évaluation, puis c'est là que je viens avec est-ce qu'on évalue vraiment la bonne chose? Fait qu'on regarde les spécifications. On doit s'assurer que ça, là, on tombe dans la validité d'une épreuve. La validité d'une épreuve va faire en sorte qu'un élève compétent va réussir et un élève qui ne démontre qu'il n'a pas acquis la compétence va échouer. Ton épreuve devrait être faite de manière à être capable vraiment de trancher ces deux catégories d'élèves-là. Les critères de performance doivent être écrits tels quels, transformés en critères d'évaluation. Et puis, on doit se poser la question aussi, est-ce que la description de l'épreuve, la tâche, est-ce que ça permet d'évaluer le critère? Parce que des fois, là, puis ensuite de ça, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce qui est prescrit aussi? Qu'est-ce qui est écrit où, puis qu'est-ce qui est prescrit? Les qualités d'évaluation. Bon, quelques réflexions là, que je donnais. Quels sont les documents sur lesquels je dois appuyer la planification de l'évaluation? C'est quoi les critères que je dois évaluer en aide à l'apprentissage puis aux fins de la sanction? Est-ce que la tâche évalue ce qui est prescrit? Puis quand dois-je appliquer les Moses de règles de verdict? Bien, en atelier, quand est-ce que si vous êtes en atelier, en formation, ils apprennent la tâche. Qu'est-ce que vous faites avec un élève qui se présente dans l'atelier sans cap d'acier, puis pas de lunettes, mais vous ne l'avez pas vu rentrer dans l'atelier?
vous le voyez en train de travailler sur le véhicule sans ces mesures de protection obligatoires. Qu'est-ce que vous faites avec? OK, c'est bon. Fait que c'est des mesures administratives que vous mettez en place. C'est des conséquences à cause des normes de sécurité. C'est bon. Parce que, on va vous dire quelque chose, en santé, assistance et soins infirmiers, là, les stages, quand ils sont en formation pratique, dans le spécification, sont évalués tout au long du stage. Ils font un petit mini-gaffe, ils oublient de se laver les mains une fois, bien, dépendant de la zélitude du prof, des fois, ils sont mis dehors. Merci, monsieur. Toi non plus, il ne fallait pas que tu parles. Fait qu'il faut que tu te poses la question si ce que j'évalue, c'est vraiment ce qui est prescrit. Là, je vais passer par-dessus ça. Qu'est-ce qui est prescrit? Bien, c'est pas dur. C'est le programme d'études qui est prescrit. Qu'est-ce qui est prescrit dans le programme d'études? C'est un rappel, l'énoncé de la compétence, contexte de réalisation, éléments de la compétence et critères de performance. Ensuite, qu'est-ce qui est suggéré? Spécification pour l'évaluation fin de la sanction. Depuis 2016, les spécifications ne sont plus prescrites, comme on a connu avant. Il y avait la génération 1 qui avait le TAP, génération 2 qui avait le TAS, ou c'était le contraire, génération 3 qui avait les spécifications, génération 4 qui n'en avait pas pantoute, assistance technique pharmacie, il n'y avait pas du tout de spécifications. Et là, depuis 2016, on a les nouveaux cadres d'évaluation. Et ce qui s'applique dans le nouveau cadre d'évaluation est applicable à tous les anciens programmes d'études. Ce qui veut dire que les spécifications ne sont plus évaluées, ne sont plus prescrites, sauf si c'est écrit dans vos normes et modalités qui sont prescrits, par exemple. Vous, je vous ai déjà vu à l'université, vous étiez dans le cours à Carole. Ah oui, c'est ça. Alors, ce qui est important, c'est ça, là, j'arrive plus à, j'arrive plus à la partie de juste santé, assistance et soins infirmiers. Toute somme due, je suis désolée pour l'ensemble de cette... Là, je veux d'abord m'excuser. Je suis désolée de la situation que vous avez probablement... Vous vous êtes inscrit dans un atelier en ayant des attentes particulières. Une attente particulière, un anglicisme qui vient de sortir encore une fois. Mais je veux vous remercier, par exemple, de votre présence, puis de votre interaction, puis vous aviez l'air quand même motivé. Je n'ai pas vu se caler dans le fond de la chaise. Puis je le sais que Karine n'est pas partie parce qu'elle ne m'aimait pas ou qu'elle s'ennuyait. Là, elle devait probablement avoir d'autres choses à faire. Puis les autres, bien, si vous étiez trop gênés, bien, je suis désolée, mais j'espère au moins que si vous avez retenu une petite chose, c'était l'objectif d'aujourd'hui. Puis voilà, je ne vous enverrai pas ma présentation parce qu'il y en a à qui ça ne servira pas. Puis les conseillères pédagogiques, je rappelle une petite chose, les conseillères pédagogiques là, sont tout le temps là pour soutenir les enseignants dans la connaissance puis l'application des programmes d'études, les specs, les évaluations. Donc, merci mesdames d'avoir été là aussi. Et puis, voilà, j'aurais voulu en dire plus à celles qui sont en santé, assistance et soins infirmiers. Mais à vous, j'aimerais juste vous garder un petit 2 minutes après. C'est correct, ça? Merci encore pour votre présence. Merci. Merci beaucoup.